Cette relation avec l'autour est un véritable privilège. En tant que fauconnier et biologiste, je suis très près de la nature et très respectueux de ses lois. Je considère comme un honneur et un devoir la poursuite de cette longue tradition de la fauconnerie japonaise, dont les origines remontent à 1600 ans. En transmettant ces connaissances à mes fils, je contribue à maintenir cette forme d'art et je m'assure que ses valeurs et ses idéaux ne sont pas sacrifiés à la vie moderne. Les shoguns n'existent plus, bien sûr, mais leur tradition demeure. Monsieur Nakajima ne peut toucher le faucon qu'avec ce bâton de fabrication traditionnelle, puisque l'oiseau est encore considéré comme leur propriété. C'est ainsi que l'on procédait jadis. On ne connaît pas précisément le pays d'origine de la fauconnerie. Certains croient qu'il pourrait s'agir de l'Asie centrale, mais ce pourrait être ici, dans le désert d'Arabie. Quoi qu'il en soit, cette tradition plusieurs fois millénaire chez les Arabes avait un but utilitaire. Des faucons sacres sauvages étaient dressés pour capturer des animaux du désert destinés à compléter la diète frugale des nomades. Aujourd'hui, les Bédouins ne vivent plus dans le désert. Mais en dépit des changements qui ont affecté la région, la fauconnerie exerce encore un grand pouvoir d'attraction. Dans la seule ville d'Abu Dhabi, on compte quelques milliers de fauconniers. La fauconnerie arabe diffère en plusieurs points de son pendant européen. Le faucon prend son envol directement du point ganté du fauconnier, selon la manière traditionnelle. Et seuls les animaux comestibles sont considérés comme des proies. Les faucons sacres sont les oiseaux les plus fréquemment utilisés en fauconnerie arabe. On les capture en plein mouvement migratoire au début de la saison de chasse. Les fauconniers arabes sont passés maîtres dans l'apprivoisement et le dressage rapide des oiseaux de passage. En 2 semaines tout au plus, les sacres ont un comportement calme en compagnie de l'homme et ils sont prêts pour la chasse. Ces hommes sont membres de la Heritage Revival Society, une association qui prône une renaissance des grandes traditions. Ils sont revenus dans le désert pour faire voler les faucons et vivre à la manière des Bédouins nomades. La proie la plus recherchée est l'Outar d'Oubara, un oiseau migrateur qui passe l'hiver dans le désert arabe. Il faut parcourir de grandes distances pour la retrouver. On a relevé des pistes fraîches, mais il s'agit en fait d'un courlis de terre, un oiseau plus petit que l'Outar. On relâche le faucon. Au même moment, un autre fauconnier, Khalifa Al-Klanzi, a aperçu une outarde d'Oubara. En quelques secondes, l'oiseau parfaitement dressé de Khalifa tient sa proie.
Conformément à la tradition arabe, les faucons sont relâchés en pleine nature à la fin de chaque saison de chasse. La journée a été bonne. Les chasseurs s'assemblent pour causer autour du feu de camp avec leurs chiens et leurs faucons. Les histoires qu'ils se racontent les ramènent dans le passé. Pour ces hommes, cette chasse fait partie d'une recherche d'identité dans un désert en pleine mutation. Lorsque viendra le moment de faire sortir le faucon, il apercevra moult créatures qu'il redoutait dans sa vie sauvage et dont il a gardé souvenir. Et cela le troublera. Aussi est-il sage de le retenir par une longe d'une vingtaine de pas. Garnissez le leur de viande choisie et veillez sur sa réaction. S'il s'agite, apaisez-le de quelques paroles douces. Étendez-lui une petite gratification. Éloignez-vous des arbres, car ils pourraient abriter ses ennemis, les aigles, dont la crainte l'importunera. Car il sait fort bien qu'ils le peuvent tuer, tandis qu'il se débat avec une proie. Méfiez-vous toujours de l'aigle. Faites tournoyer le leurre pendant un certain temps, et appelez le faucon par son nom. S'il s'envole, jetez le leurre au sol et demeurez immobile. Soyez patient, car le faucon n'est pas habité de l'instinct d'obéissance. Lorsqu'il vous semblera en confiance et qu'il poursuivra bien le leur, le moment sera venu de lui rendre sa liberté. Surveillez son parcours. De tout cœur, soyez avec lui, car désormais, seul l'attachement à son maître vous le ramènera. S'il s'éloigne, prenez votre cheval et le suivez promptement. Ne le quittez des yeux. Appelez-le depuis les collines. Faites tournoyer le leur. Pressez votre monture et ne perdez espoir. Soyez confiant. Quelque part, il vous attend. Surtout, comptez sur votre intuition.
Le docteur Nick Fox est biologiste et spécialiste des faucons. Auteur et voyageur aguerri, il est considéré comme l'un des grands fauconniers de notre époque. En homme consciencieux, sage et innovateur, Nick Fox a grandement contribué à la fauconnerie moderne. Il a récemment terminé la rédaction d'un ouvrage essentiel qui met en relief des aspects très raffinés de cet art. Nick Fox allie à sa passion pour la fauconnerie un grand intérêt pour les sciences. Attaché au National Avian Research Center, il se consacre à l'étude du faucon sacre pour prévenir une baisse de sa population. Cette chasse au corbeau est essentiellement conçue pour le dressage des jeunes faucons et stimule chez eux une meilleure compréhension des techniques inhérentes. Plus tard, dans les cadres d'une recherche entreprise par Nick Fox, certains d'entre eux seront relâchés sous les cieux d'Asie ou d'Arabie. L'hôtel Glen Eagles se trouve à proximité des terrains de chasse du Dr Fox en Écosse. C'est ici qu'Emma Ford, l'une des instructrices en fauconnerie les plus estimées au monde, dirige la British School of Falconry, première école en son genre. Emma s'adonne à ce type d'enseignement depuis 1982. Pour moi, le véritable plaisir de travailler dans ce domaine est lié aux oiseaux de proie eux-mêmes et à leur apparence. Et il y a quelque chose d'absolument fascinant dans leur regard. Et quand ils sont en plein vol, on éprouve l'envie soudaine, pendant quelques instants, d'être là-haut avec eux, de voir exactement ce qu'ils voient et de voler à leur façon. Avoir la maîtrise de l'air, de tout cet espace sur lequel l'homme n'a aucune espèce de contrôle, pouvoir s'élancer et chasser, car je crois que l'instinct de la chasse est tout à fait naturel chez l'humain. Enfin, nous avons évolué à partir du concept même de la chasse, mais nous ne pouvons plus nous y adonner directement comme nos ancêtres. C'est pourquoi il est bon de s'attacher à un oiseau de proie et de canaliser en lui notre énergie et nos aptitudes de chasseur en une sorte de prolongation de soi. On retrouve aux États-Unis le plus grand club de fauconnerie au monde, le North American Falconry Association, ou NAFA. Pourtant, la fauconnerie n'y a pas de vieilles racines puisqu'elle s'est étendue à l'Amérique il y a moins d'un siècle. Mais on estime quand même à 3000 le nombre de fauconniers actifs au pays. Les rencontres sur le terrain sont très populaires ici et réunissent des gens de toutes les professions. La fauconnerie est habituellement un passe-temps solitaire, mais ces réunions permettent d'échanger des renseignements, de fraterniser pendant quelques jours avec d'autres adeptes qui ont en commun cette même fascination pour l'oiseau de proie. C'est aussi l'occasion d'acheter de l'équipement fabriqué par des experts artisans. Ces gens ne sont pas motivés uniquement par la passion de la chasse. Ils s'impliquent aussi de très près dans la préservation de la faune. Ce sont en effet les fauconniers qui, grâce à un programme d'élevage et de réinsertion en milieu naturel, sont responsables du nombre croissant de faucons pèlerins sauvages. Les Nord-Américains ont intégré des idées nouvelles et intéressantes à ce sport traditionnel, dont la télémétrie, un système de pistage radioélectrique. Le faucon porte toujours une clochette attachée à l'une de ses pattes, mais on fixe maintenant à la seconde un transmetteur électronique. Ce transmetteur émet une impulsion à un récepteur directionnel, ce qui permet de retracer l'oiseau jusqu'à une distance de 50 km. Si le terme fauconnerie fait généralement référence à une chasse avec faucon, l'oiseau de proie le plus utilisé par les fauconniers américains demeure la buse de Harris. La relation entre l'homme et le faucon s'approfondit. Eric et Koura sont unis dans un effort commun. Le fauconnier éprouve la force et les aptitudes de l'oiseau, tandis que ce dernier apprend à anticiper les intentions de son partenaire humain. Cette facilité d'attachement qui caractérise les faucons ne se limite pas qu'aux humains. Occasionnellement, les faucons établissent une sorte d'alliance avec d'autres espèces animales pour améliorer leur performance à la chasse.
Il leur arrive de suivre de gros mammifères dont l'approche inattendue fera lever les proies. C'est d'ailleurs cette même ruse qu'appliquent les fauconniers dans la méthode de la tente. On sait que dans l'Arctique, des gerfaux ont coopéré avec des renards pour chasser le lagopède. Les deux espèces tirent profit d'une capture commune, puisque l'oiseau, lorsqu'il a mangé sa part, abandonne les restes aux renards. Lorsque les nomades primitifs ont commencé à chasser avec le faucon, n'était-ce pas pour les mêmes raisons? Si la fauconnerie existe, ce n'est pas tant pour satisfaire un besoin de nous approprier les rapaces, mais bien à cause de leur tempérament unique et de leur facilité à nous intégrer dans leur univers. La relation entre l'humain et l'animal est une composante essentielle de notre évolution. Et à travers le cours de l'histoire, parmi tous les animaux domestiqués par l'homme, le faucon occupe une place unique avec le cheval et le chien. De toutes les espèces de faucons, le gerfaut se démarque par la puissance de son vol. Sa vitesse et son habileté à plonger puis à remonter dans le ciel sont inégalables. Éprouvez-le avec un leurre, chevauchez avec lui et voyez sa puissance. Vous vous demanderez s'il n'est pas plutôt esprit qu'oiseau. La chasse au héron était jadis un rituel élaboré et considéré comme l'expression la plus noble de la fauconnerie. Cet exercice, presque exclusivement réservé à l'aristocratie européenne, se pratiquait l'été, durant la période de nidification. On ne cherchait pas à tuer le héron, car cela en aurait trop diminué la population. Il s'agissait plutôt de le capturer vivant et de lui retirer de la tête 2 longues plumes effilées. Un gentilhomme désireux de prouver sa valeur à une fiancée se devait de se les procurer et de les attacher à une coiffe qu'il lui offrait. Une fois le héron attrapé, le fauconnier se méritait le droit de lui fixer à la patte une bague d'or frappée à son nom. Certains hérons étaient bagués plusieurs fois, mais à chacune des prises, ils amélioraient grandement leurs moyens de défense contre les faucons. Et plus ils devenaient habiles à s'esquiver, plus la course était spectaculaire. Les chevaliers et les dames de la cour se réunissaient pour assister à cette joute entre le héron et le faucon spécialement dressé. Top là! Le héron est un oiseau de grande taille qui se déplace lentement. Mais il possède un excellent moyen de défense contre la vivacité du faucon. En quelques battements de ses ailes puissantes, il s'élève très vite au-dessus de son adversaire, ce qui oblige le faucon à reprendre de l'altitude pour foncer une seconde fois. À l'approche du faucon, le héron se protège en retournant contre lui son bec meurtrier. Ce vol est véritablement une épreuve d'endurance et de vigueur pour les 2 oiseaux.
Riche de ses traditions et de ses nombreuses variations, qu'est-ce donc vraiment que la fauconnerie? Essentiellement, c'est une dramatisation et une forme personnalisée de l'ornithologie. Cela implique un type de chasse par procuration, où l'humain s'identifie au faucon et consent à un rôle de second plan. Cette identification est si absolue qu'il arrive parfois au fauconnier de s'incarner littéralement dans l'oiseau. Il pénètre alors dans le monde inflexible de la nature, où la mort est courante, et chaque minute de vie un accomplissement. Et dans ce monde, ce qui nous semble familier prend soudain un sens nouveau. Une crevasse dans la neige se fait refuge, des buissons prennent l'allure d'un terrain de chasse. L'homme se métamorphose. Il acquiert une fraction des qualités du faucon et ressent la griserie de son envolée fougueuse. La fauconnerie nous permet de prendre part à un rituel complet constitué d'un commencement, d'une fin et d'un but précis subitement accessible. Elle nous propose une véritable collaboration qui nécessite un sens des responsabilités, de la créativité et un goût du risque. Serait-ce un moyen d'échapper à la confusion et à la stagnation inhérente à la vie moderne? Car la fauconnerie élève l'esprit, élargit nos horizons et nous inculque une certaine philosophie. Autrement, comment justifier cette fascination qu'exerce sur nous un oiseau qui n'est somme toute qu'un amas de plumes et quelques kilos de chair? Après une rencontre avec un aigle, le faucon d'Éric s'enfuit et ne revint jamais plus. Un lien fragile les a unis pendant un certain temps. Pour Éric, le mystère de la disparition de sa compagne demeure entier. Quant à Koura, nous ne saurons jamais à quoi nous en tenir, puisque nous ne pouvons comprendre la nature profonde des oiseaux. Peut-être n'était-ce pour elle qu'une courte et agréable association avec cette espèce qu'on appelle l'être humain. Qu'est-ce donc que la fauconnerie, sinon une forme d'amour? Une forme d'amour oubliée. Un poème ancien résume bien cette pensée. Il vient un temps où l'oiseau sur votre poing est prêt à s'envoler. À mesure qu'il s'éloigne, il vous semble plus près, mais s'élance toujours plus haut. Où vous situez-vous alors, vous qui avez les yeux faibles et le pas lourd? Dominez vos limitations et volez. Volez sous son aile.